Alors bonjour à tous. Comme d'habitude, je fais mon sport dans mon quartier. Donc je voulais très rapidement aborder un petit sujet concernant le domaine, bien entendu, des mines. Alors, je veux aborder deux éléments, deux angles. Le premier, c'est ceux qui, par exemple, s'intéressent à l'exploitation, à l'investissement minier, c'est que ceux qui cherchent des permis, exploiter des permis pour éventuellement gagner de l'argent en exploitant, donc en tant qu'entreprise minière elle-même, et ceux qui ont des entreprises de sous-traitance, par exemple pour des services. Donc ça peut être des entreprises qui fournissent des services peut-être d'entretien, de construction, des études peut-être environnementales ou autre type de service. Et le troisième, la troisième entité, c'est ceux qui par exemple des étudiants qui cherchent du travail. Et la quatrième entité, c'est par exemple ceux qui sont déjà en entreprise, donc dans les compagnies minières, qui souhaiteraient peut-être booster leur carrière. Donc dans cette vidéo, je parlerai de ces quatre entités. Ceux qui veulent créer une entreprise minière, peut-être semi-industrielle, pour faire du semi-industriel ou même de l'industriel ou de l'artisanat. Ceux qui... je vous montre cette villa-là. Elle est tellement belle que je suis en train de la reproduire à l'identique. Parce que j'aime vraiment les maisons. Donc j'essaie de construire la même chose, réaliser exactement le même plan, parce que j'ai vraiment trouvé ça très joli. J'avais visité la villa en question avant même qu'elle soit habitée, donc ça m'a permis de me faire une idée. Alors donc pour revenir à la vidéo, alors sachez que si vous voulez, la première entité, c'est ceux qui veulent créer une entreprise minière pour faire soit du semi-industriel ou de l'industriel ou de l'artisanat. Bon, notez qu'il y a de fortes chances que dans les prochaines, disons, mises à jour de la loi minière, qu'il y ait des modifications en ce qui concerne l'artisanat ou le semi-industriel. Il y a de fortes chances que la loi soit mise à jour à ce niveau. Donc suivez, pour l'instant il n'y a pas de changement, c'est toujours la loi de 2014 qui est toujours en vigueur, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un toilettage et qu'il y ait quelques petits changements. Donc pour l'instant, on va se concentrer principalement sur les aspects, sur la loi minière actuelle. Alors, si vous voulez investir dans le domaine des mines en tant que peut-être entreprise minière que vous allez créer, moi je parle pour les nationaux parce que les compagnies minières internationales sont rodées disons, à l'exercice, et donc ces compagnies-là savent ce qu'il faut faire. Donc je parle pour les nationaux qui s'intéressent au domaine des mines. Alors, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kwasi Justin. Je travaille dans le domaine des mines depuis plusieurs années. Alors, mon objectif à travers cette chaîne est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et de faire en sorte que les nationaux puissent s'intéresser à ce secteur qui est un secteur certes à haut risque, mais si vous faites les choses correctement, il y a de fortes chances de générer de grosses fortunes. Surtout que nos pays sont plus ou moins sous-exploités dans ce domaine. Alors notez que, par exemple, si vous prenez le birimier, la Côte d'Ivoire a une très grande partie du birimier. Et donc, pour moi, le potentiel aurifère ou le potentiel minier de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment, je vais dire, entamé. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire de grandes découvertes dans les mois et les années à venir pour ceux qui s'intéressent au secteur des mines. Alors notez que si vous voulez
investir dans le domaine des mines en tant qu'entreprise minière locale, ce que vous devez noter, c'est que vous devez faire les choses sur une base très propre. C'est-à-dire créer en bonne et due forme cette entreprise, mettre les fonds, trouver les fonds nécessaires. Parce que pour découvrir un gisement, ça nécessite de l'argent, ça nécessite de l'exploration. Souvent on dit que les compagnies minières, les États donnent trop de pourcentage aux compagnies minières et autres, mais ce que vous oubliez, c'est que l'exploration à elle seule peut prendre facilement 10 le minimum, je pense, c'est 5 ans. Et donc ça va être minimum 5 ans jusqu'à même 15 ans. Depuis le début de l'exploration jusqu'à la construction, par exemple, d'une mine. Donc pendant cette phase-là, une compagnie minière ne fera que des dépenses, ne gagnera rien. Donc si vous n'avez pas la ressource nécessaire et que vous vous lancez dans le secteur des mines simplement parce qu'on vous a dit que l'once d'or fait $1 900 actuellement, et donc vous calculez rapidement, prenez une calculatrice, vous tapez et vous dites si j'ai telle quantité d'or, voilà le nombre de millions, de milliards que je vais avoir. Si vous pensez comme ça, vous allez très vite déchanter. Donc ça demande non seulement les ressources, suffisamment de ressources financières, ça demande de la ressource technique, et donc vous devez avoir des équipes qui ont une connaissance du domaine. Sinon, si vous faites les choses selon vos, je veux dire, comment je vais dire ça, c'est que je sais pas, vos rêveries, je dirais, dans ce cas, vous allez perdre suffisamment, vous allez perdre, je ne vais même pas dire suffisamment, vous allez perdre tellement d'argent. Parce que, regardez, un simple forage, si vous comptez le métrage, le mètre de forage, vous comptez l'équipe autour, tout ce que cela demande, un simple forage peut aller, même un simple forage peut atteindre souvent 44 millions de francs CFA, un seul. Pourtant, les compagnies minières font des milliers de forages, des milliers de mètres. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser cet argent-là sur au moins 10-15 ans pour espérer avoir un gisement découvert? D'ailleurs, il n'y a aucune garantie que vous allez découvrir, après avoir fait cette dépense-là, que vous allez découvrir un gisement. Donc, le niveau de risque est tel que si vous improvisez, vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est vrai pour l'industriel, c'est vrai aussi pour le semi-industriel comme la vie. Donc, vous devez faire les choses proprement, en suivant les règles, en vous faisant entourer de spécialistes, des gens qui comprennent ce qu'ils font. Et vous devez travailler sur la base de par élimination, c'est-à-dire vous décidez de faire tant, de tel objectif, vous faites, vous vérifiez l'objectif. Si l'objectif est atteint, vous demandez est-ce qu'on continue ou pas. On continue ou pas, la réponse vient des résultats que vous obtenez à chaque phase. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'investissement en tant qu'entreprise qui va... j'ai pas mes lunettes, donc... je vous montre. J'espère que vous voyez. Là, hop, 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 là, je suis en train de faire mon sport matinal, voilà, je montre un peu. Voilà, donc, pour résumer rapidement, c'est pour ceux qui veulent créer une entreprise minière dans le but de faire de l'exploitation, sachez que vous devez respecter les règles de l'art, donc, créer une entreprise en bonne et due forme selon la loi, fournir les documents qu'il faut, mobiliser la ressource qu'il faut, la ressource financière et la ressource technique, et ayez le mindset qui l'accompagne. Parce que autre chose, c'est que ne faites jamais un projet minier seul. Parce que si vous vous lancez, à moins que vous soyez tellement riche, bon, moi je ne sais pas, mais un projet minier, l'idéal serait de pouvoir ouvrir l'action de l'entreprise en question à d'autres entités, de sorte à diluer, je vais le dire comme ça, à diluer le risque. Ne pas supporter seul le risque. Aussi, vous pouvez, voilà, c'est la question de la bourse par exemple.
Donc, si vous arrivez à introduire, à avoir de l'argent à pouvoir récolter de la ressource à travers la bourse, c'est une manière de diluer le risque en termes de finances. Donc si vous voulez vous seul posséder toutes les actions et que tout repose sur vous, vous allez, au cas où ça ne se passe pas correctement, par exemple vous ne découvrez pas un gisement, tout cet argent qui a été investi va être perdu. Donc c'est une vidéo assez longue puisque je vais parler des 4 entités que j'ai énumérées au début de la vidéo. Alors la deuxième entité dont on va parler, c'est ceux qui offrent des prestations dans le domaine des mines. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez une entreprise peut-être de gardiennage, donc enfin de sécurité, je vais dire ça comme ça, une entreprise de nettoyage, une entreprise peut-être de santé, une entreprise, je ne sais pas, de maintenance industrielle, une entreprise de construction, etc. Sachez que dans le domaine des mines, toutes ces entreprises ont leur place. Tout ce besoin est là, en fait. Et c'est des besoins qui sont très souvent chiffrés de façon conséquente, de sorte que quand vous avez un marché dans le secteur des mines, ça peut véritablement soulager votre entreprise. Donc, moi, j'encourage les nationaux à profiter de cette manne financière. Mais il faut faire les choses de manière correcte. Et c'est ce que je dis. D'ailleurs, si vous avez une entreprise et que vous cherchez un marché dans le domaine des mines, alors vous pouvez me contacter et je peux vous coacher, vous accompagner pour vous aider à identifier les besoins et aussi à respecter les critères dans ce domaine-là, qui est un domaine extrêmement concurrentiel et sélectif. Et aussi ce qui vous permettra éventuellement de décrocher un marché dans ce domaine-là, si vous faites correctement les choses et que si vous avez la compétence nécessaire, parce que c'est un domaine pointu et donc sachez que zéro compétence, ça sera zéro marché. Et même si vous arrivez à tromper les gens pour avoir un marché, rapidement la compagnie va s'en rendre compte et vous allez être éjecté. Donc, cela dit, si vous avez une entreprise et que vous voulez, même la communication, hein, je vous dis, c'est le domaine des mines, c'est le domaine qui aspire, qui absorbe tout le monde. Si vous avez une entreprise, un cabinet d'avocats, un cabinet de juristes, un cabinet pour l'environnement, je ne sais pas, mais c'est le domaine où tout passe. Alors, donc, quelle que soit l'entreprise que vous avez, si vous cherchez des marchés de sous-traitance dans le domaine des mines, la première chose à faire, c'est d'être une entreprise qui a un track record qui est facilement vérifiable, c'est-à-dire des références facilement vérifiables. Donc, ça veut dire que quoi? Vous devez être légalement constitué, être à jour de vos cotisations fiscales et apporter la preuve que vous avez la compétence par rapport aux services que vous offrez. C'est extrêmement important parce que les compagnies minières vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle la due diligence avant de vous confier un certain marché ou un marché d'une certaine taille. Et donc si vous avez un track record qui n'est pas facilement vérifiable ou traçable, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'auront pas d'informations sur vous et donc ils ne vont pas vouloir prendre de risques. Ils ne vont pas vouloir prendre de risques, surtout si on vous donne un pan de marché qui est sensible par rapport à leur activité. Donc déjà, pensez à vous mettre dans une logique où vos track record, donc ce que j'appelle le track record en anglais, c'est, si vous voulez, vos références, de sorte que, avant même qu'on vous demande ces références, vous puissiez les mettre à disposition de la compagnie sans attendre que la compagnie vous demande d'abord votre track record. Donc vous devez faire la preuve. Alors je suis un peu essoufflé parce que, comme je vous ai dit, je suis en train de faire mon sport matinal. Là je suis actuellement à Abidjan, dans mon quartier, le quartier où je réside, pour quelques jours avant de repartir en mission. Donc, vous devez avoir un track record qui est facilement vérifiable.
Vous ne devez même pas attendre qu'on vous demande vos track records avant de les mettre à disposition des compagnies, etc. Ça, c'est pour les entreprises qui cherchent des marchés dans le secteur des mines. Alors, deuxième chose, c'est la question de la corruption. C'est qu'en mine, un des éléments que les compagnies minières n'acceptent pas du tout, c'est la tentative de corruption. Donc, si vous vous positionnez comme un entrepreneur qui pense qu'il faut forcément la corruption pour avoir un marché, vous allez rapidement déchanter. Parce que, regardez, ceux qui sont en charge de donner des marchés aux entreprises dans les compagnies minières sont eux-mêmes contrôlés, est-ce que vous voyez? Et donc, globalement, très peu vont prendre le risque de se mettre dans une logique de corruption ou bien, je sais pas, ils vont sélectionner les compagnies sur la base de leur track record. Donc, avant de penser à du genre, je comprends qu'on peut faire du lobbying, mais pas mettre le fait que je vais donner une part de ce que je vais gagner à telle personne, dont la personne non. Si vous analysez les choses de cette manière, vous risquez de ne jamais trouver un marché dans le domaine des mines. C'est extrêmement important. Oubliez, vraiment oubliez cette histoire de corruption. Ce sur quoi vous devez vous focaliser, c'est votre capacité à répondre efficacement, soit à l'appel d'offres, ou au marché en question, ou au service que vous sollicitez. Et donc, vous devez faire la preuve que vous avez la technicité, vous avez le personnel qualifié qu'il faut, et vous respectez les règles des compagnies minières. Et une des règles des compagnies minières, c'est le fait que la corruption n'est pas acceptée. Donc, si vous n'intégrez pas ça, que vous pensez que vous partez rencontrer un responsable achat ou bien un décideur, et vous pensez que on peut faire tant parce que peut-être ailleurs vous avez ça marche. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez appeler, personne ne va décrocher et vous serez étonné. Parce que d'abord, les gens sont bien payés, ça c'est un. Comme ils sont bien payés déjà, la probabilité qu'ils prennent le risque de perdre son travail à cause de vous est très très faible. C'est très faible. Donc les gens sont déjà bien payés. Donc peu importe qui vous donne ce marché ou pas, il est déjà bien payé. Donc il va faire son travail avec l'extrême probité. Je ne dis pas que c'est aussi des humains, mais il ne faudrait pas que vous, en tant qu'entrepreneur, que l'idée de la corruption soit si vous voulez, un plan de recherche de marché. Si vous intégrez ça dedans et que vous développez des compétences en matière de corruption ou je ne sais quoi, les mines, c'est pas pour vous. Vous allez déchanter très rapidement et les gens vont vous éjecter. Donc, oubliez cette histoire de corruption. Donnez le maximum d'informations à la compagnie minière pour pouvoir faire sa décision. Donc, cela passe par les équipes que vous avez, les compétences. Et si vous commencez, c'est mieux de tabler sur le track record de votre personnel. C'est que peut-être que les gens qui travaillent pour vous ont travaillé pour d'autres entreprises et vous pouvez faire la preuve qu'ils ont la compétence. Si vous êtes à votre premier marché ou bien à votre première soumission à un appel d'offres, c'est mieux de tenir un langage de vérité de sorte à ce que la compagnie puisse en toute transparence décider de travailler avec vous ou pas. Donc, troisième chose, quand vous cherchez un marché de sous-traitance, cherchez les interdits des compagnies minières. Alors, je viens de donner un des interdits, c'est la corruption. Ça, c'est un. Deuxième interdit, c'est le fait de ne pas tenir compte des questions de santé et sécurité au travail. Ouais, je le dis tout le temps à ceux que j'accompagne, que une compagnie minière met la santé et sécurité au travail avant sa propre production. C'est-à-dire, elle peut accepter de perdre sa production si la santé et sécurité au travail n'est pas respectée. Donc, quel que soit votre niveau de compétence, qu'est-ce que soit votre track record, si vous ne pouvez pas faire la preuve que vous respectez ces interdits, c'est-à-dire que vous respectez
les règles en matière de santé et sécurité au travail, même s'ils se sont trompés au départ pour vous donner un marché, ce marché ne sera pas renouvelé. Parce que les compagnies surveillent, ils vérifient votre manière de travailler, ils vérifient les incidents qui sont relatifs à vos prestations. Les incidents peuvent arriver, mais quand l'incident arrive parce que par simple négligence, ça arrive de jouer véritablement contre votre entreprise et les entreprises minières se parlent. Donc, si vous êtes blacklisté d'une entreprise minière, il y a de fortes chances que vous soyez blacklisté si la raison est vraiment grave dans les autres compagnies minières. Parce que si vous prenez un responsable achat, lui aussi, il parle à d'autres responsables achats dans d'autres entreprises. Donc, c'est extrêmement important de respecter les interdits. Troisième interdit, donc premier interdit, c'est la corruption, il faut oublier ça. Deuxième interdit, c'est le fait de travailler sans respecter les règles de santé et sécurité au travail. Si vous n'avez pas dans votre offre une preuve de ce que vous respectez la santé et sécurité au travail, les gens ne vont pas prendre de risques. Moi, je vous dis la vérité. Personne ne va mettre son travail en danger. En vous sélectionnant, vous allez venir couper main des gens, bras des gens, peut-être tuer des gens lors de l'exercice de votre marché. Et tout le monde va avoir ça sur la conscience. Il n'y a personne qui va prendre ce risque. Donc les compagnies minières préfèrent payer cher des gens qui connaissent, des sociétés qui connaissent, dont ils connaissent les pratiques, que de risquer avec une nouvelle entité dont on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'elle va faire et autres. Donc c'est vrai que la loi minière de nos différents pays demande qu'on privilégie une entreprise locale par rapport à une multinationale, mais la même loi dit que quand on ne trouve pas la compétence au plan local, la compagnie minière peut solliciter alors la compétence internationale. Dans tous les trucs, que ce soit les achats, que ce soit les prestations, quelle que soit la forme des prestations. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, alors, vous devez respecter ces interdits. Troisième interdit, c'est la question communautaire. Regardez un peu. Une compagnie minière, disons, en tout cas l'opération, ne se passe pas à Abidjan, ni dans les grands bureaux, dans les grandes villes. L'opération, c'est sur le terrain et dans le village des gens, dans les champs des gens. Donc, si vous négligez la culture de ces personnes, si vous négligez les questions de relations communautaires dans votre prestation, dans votre manière, même dans votre dossier technique, bon, ils vont regarder tout ça. Ils vont regarder de l'environnement dans lequel ils opèrent. Vous dites, bon, on n'a aucune garantie que cette entreprise-là, quand elle va venir, peut-être elle va respecter la culture, peut-être elle va faire telle chose, ou bien on vient de donner un marché à cette entreprise-là qui traverse les villages à 1000 km/h, qui met la poussière sur tout le monde, qui fait le rodéo partout. Ils vont tenir rapidement une réunion et puis dire, messieurs, vraiment on vous aime bien, mais on est obligé de mettre fin. Et ils ont beaucoup d'avocats. Regardez, les compagnies minières ont beaucoup d'avocats. Donc, mettre fin au contrat de quelqu'un, c'est un jeu d'enfant. Ils ont plein d'avocats. Une fois ils ont fait la décision, ça s'arrête dans la main des avocats. Ils ne s'occupent plus de ça. Ils continuent leur opération. Pour vous dire quoi? Que si vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, ça ne gêne aucune compagnie minière de rapidement mettre fin au contrat. Simplement parce qu'ils ne vont pas prendre de risques, surtout pour les employés et pour les gens. Donc c'est extrêmement important de respecter les interdits, notamment la corruption, la santé et sécurité au travail, les questions de relations communautaires. Donc si vous êtes une entreprise sous-traitante, en dehors de vos compétences, vous devez savoir qu'il y a des interdits si vous voulez avoir des marchés dans le domaine des mines. Et tout ça doit pouvoir ressortir de manière peut-être subtile dans votre offre technique. Et ça, c'est ce que je vous aide à faire, à identifier, à introduire, de sorte que quand une compagnie reçoit votre dossier, rien qu'en lisant votre dossier, il se dit, cette entreprise se dégage. Et ça, ce n'est pas un autre interdit, mais c'est un autre atout. Toutes les offres, la langue officielle en mine, c'est l'anglais.
Donc quand vous faites les offres, pensez au fait que les réels décideurs d'une compagnie minière, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ce sont des gens qui sont anglophones. Donc, même quand vous êtes francophone, vous êtes obligé de parler l'anglais pour monter dans la hiérarchie d'une compagnie minière. Parce que c'est le monde du business et l'anglais, c'est la langue du business. Donc, quand vous proposez vos offres techniques en français, le gars qui lit, si ce n'est pas lui qui fait la décision, il va les traduire. Il va traduire, il va expliquer à celui qui fait la décision dans la langue et selon la manière dont il a compris. Mais si vous faites deux versions, en tout cas si vous êtes dans un pays francophone comme la Côte d'Ivoire, si vous faites deux versions, la personne en question pourra transmettre directement le dossier technique qui est déjà en anglais au décideur qui est un anglophone. À 99%, les décideurs vraiment qui ont pouvoir de trucs sont anglophones, ou même s'il est francophone, il est bilingue. Donc c'est extrêmement important de monter un dossier technique et en anglais et en français. Dernière chose c'est une vidéo très longue, nous sommes déjà à 26 minutes. Je vais faire quelques vlogs comme ça, un peu long pour véritablement vous donner de la valeur. Alors, dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est le porteur du projet. Si vous êtes un responsable, vous avez une entreprise minière, comme je vous ai dit, l'anglais est la langue du business. Donc, si vous parlez l'anglais, si vous êtes capable d'aller pitcher votre projet ou votre business en anglais, mais déjà, vous avez une longueur d'avance extraordinaire sur vos concurrents. Parce que, comme je vous ai dit, les vrais décideurs, en tout cas pour la plupart, sont anglophones. Parce que les compagnies que vous voyez sont des compagnies des multinationales qui sont soit basées à Londres, soit basées en Londres, en Angleterre, ou en Australie, ou aux États-Unis. Très peu. Et même, ça peut être une compagnie chinoise. Mais quand c'est encore une compagnie chinoise, c'est en anglais que vous allez échanger. Donc, si vous parlez l'anglais, vous pouvez avoir un rendez-vous direct avec le manager, lui parler directement en anglais, pitcher votre idée directement en anglais. De sorte que comme il comprend maintenant ce que vous dites, il peut poser la question pour bien comprendre votre projet et faire rapidement la décision. Mais si c'est quelqu'un qui doit aller lui expliquer, la personne s'explique avec ses propres mots, sa propre compréhension, et cela va diluer, selon moi, la puissance ou la force de votre projet. Je ne dis pas que je ne dis pas qu'il faut forcément parler l'anglais, mais si vous parlez l'anglais, ça va être un réel atout. Alors, parler l'anglais, c'est pas aussi compliqué. Il suffit pour moi, de prendre des cours, de suivre peut-être des cours via YouTube ou même de payer un professeur ou même visiter, voyager dans les pays comment on va dire ça, dans les pays anglophones, très souvent, si vous êtes entrepreneur. Enfin, quand vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre là où se trouve le business et qu'est-ce qu'il faut pour le business. Il s'agit de business, les gars. Et comme je dis toujours aux gens, être entrepreneur, ce n'est pas... C'est aussi un travail, donc c'est pas un passe-temps. Et donc, si c'est un travail et non un passe-temps, vous ne devez pas gérer une entreprise comme un passe-temps. Alors, si vous gérez une entreprise comme un passe-temps, ça va être difficile que cette entreprise puisse décrocher des marchés. Parce que, ouais, c'est une sorte de guerre. Bon, on va dire ça comme ça, mais je veux dire, chacun veut gagner. Donc, chacun y va avec ses atouts. Et donc, si vous augmentez le nombre d'atouts que vous avez, ça va forcément changer la donne. C'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur de véritablement miser sur ses atouts. Donc, voilà pour l'entité, pour ceux, par exemple, qui veulent opérer dans le domaine de la sous-traitance en mine. Donc, on va passer très rapidement au niveau des étudiants. Alors, moi, j'ai par exemple le Club Mine Pro. Okay. Et dans le Club Mine Pro, je donne la possibilité aux membres de me poser des questions si tu es abonné au Club Mine Pro. Et l'abonnement, je rappelle que c'est payant.
Et si tu es abonné, ça te donne la possibilité de me poser toutes sortes de questions. Donc c'est un peu comme du coaching, c'est que je vais te dire fais comme ça par rapport à ma connaissance du secteur. Mais ce que je vois avec les étudiants, c'est que le gars, il prend la recherche d'un stage ou bien d'un travail dans le domaine des mines comme un passe-temps. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est que la recherche du travail est devenue un travail lui-même, doit devenir un travail. Enfin, vous devez penser comme si vous êtes en train de rechercher un travail, c'est considérer ça comme un travail. Donc ça veut dire que quoi? Il y a une certaine rigueur que le gars il dépose un seul CV. Et il s'en va, il va raconter sur tous les... enfin, justifier son inaction par le fait que les compagnies minières recrutent. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, des compagnies minières sont en train de recruter, si tu ne sais pas ça. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, des compagnies minières sont en train de recruter. Et peut-être même qu'ils ne trouveront pas la compétence qu'ils recherchent. Donc, maintenant, si tu restes couché chez toi, personne ne te connaît. Qui va aller te chercher? Personne. Ou bien tu déposes un CV je sais pas, quelque part là et puis tu disparais. Mais non, mon ami, dépose le maximum de CV. Va échouer très vite. Va aux entretiens, on va te cuisiner. Mais quand tu sors de ça, tu comprends comment les choses se passent et tu réadaptes. Et c'est comme ça. À force d'insister, tu vas trouver. Mais si tu es couché là parce que j'ai mon ami, j'ai mon oncle, ton oncle, lui, mais se cherche dans cette compagnie minière. Ok? Donc, ça dépend. Si tu veux vraiment travailler en mine, ou bien même, que ce soit en mine ou n'importe quoi, quand tu es étudiant, tu dois considérer la recherche de stage ou la recherche d'un travail comme un travail même. Donc ça veut dire qu'il y a des règles que tu dois te fixer, des objectifs, des actions que tu dois poser et mesurer ces actions, la portée de ces actions. Donc si tu ne fais pas ça, en tout cas je parle pour des étudiants, des gens qui ont fini peut-être un BTS ou bien un master ou bien je ne sais quoi. Regarde, je ne sais pas si ça a été réglé maintenant, mais on a vu des gens qui ont soutenu des thèses de doctorat et qui se retrouvent à faire des grèves parce que il n'y a pas de travail. Donc, c'est pas toi qui as un simple BTS ou je ne sais quoi là que tu vas penser que tout de suite quelqu'un va venir te chercher. Non. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois, je sais pas, tu dois considérer comme un travail la recherche de stage. Que ce soit la recherche de stage, que ce soit la recherche d'un travail, tu dois considérer ça comme un travail, mon ami. Et développer des compétences dans la recherche même du travail. Et vous voyez, même on le voit aussi, et je vais transiter directement pour ceux qui sont déjà en entreprise et qui cherchent peut-être des promotions ou des choses. Regarde, le gars, il cherche du travail. Tu lui trouves du travail ou bien même il trouve du travail. Mais dès qu'il a le travail, c'est lui, prenons le secteur des mines. Alors donc je transite pour ceux qui cherchent, qui sont déjà en entreprise et qui cherchent à avoir une promotion. Alors, il cherche du travail, il obtient le travail, on lui donne le travail. Et comme vous prenez le secteur minier, ça fonctionne sous forme de rotation. C'est-à-dire que vous allez passer un certain nombre de jours à travailler sans relâche et ça vous donne droit à des jours de repos. Donc, si par exemple, il y a des compagnies, c'est 7-7, c'est-à-dire que vous travaillez 7 jours, vous reposez 7 jours. Il y a des compagnies où c'est 14-7, vous travaillez 7 jours, 14 jours, vous reposez 7 jours. Il y a des compagnies c'est 42-14, c'est que vous travaillez 42 jours, vous reposez 14 jours. Il y a des compagnies c'est 28-14, etc., etc. Mais vous allez travailler pendant un certain nombre de jours qui vous donne droit à un certain nombre de jours de repos. Ce n'est pas le système classique habituel où les gens vont au travail du lundi au vendredi et samedi, dimanche, ils ne travaillent pas. Les mines, ce n'est pas comme ça. Vous allez travailler même les jours fériés, même les dimanches et autres, mais ça vous donne droit à un certain nombre de jours de repos au bout d'un certain temps. Donc, quand le gars il quitte son temps de repos arrive, qu'il rentre, allez, souvent le téléphone de service, il est ça. Il est ça sur le terrain, il ne faut pas que quelqu'un va le déranger. Mais mon ami, et tu as raison, personne ne peut te déranger peut-être. Mais sache que si tu fais les choses de manière classique, tu auras toujours des résultats classiques.
Donc si tu cherches une promotion, ça veut dire que tu dois faire des choses qui aboutissent à une promotion. Maintenant, on peut ne pas te donner parce que la promotion dépend de l'appréciation de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas entièrement de toi, mais au moins tu auras fait ta part. Tout le reste, tu vas être tranquille dans ta tête quand tu auras fait ta part. Donc ton implication. Ta part, c'est quoi? De t'impliquer au maximum, d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Mais le gars, une fois il a le job, c'est lui quand on dit 16 heures, parce qu'on dit qu'à 16 heures on ne travaille plus, on dit 16 heures net, tu l'appelles, décroche plus. Et lui, il a fini. Bon, il n'y a pas de problème. Mais demain, si ce gars-là, il monte en hiérarchie et qu'on lui demande de constituer une équipe, il ne va pas t'appeler. Parce que lui aussi, il va vouloir des gens qui vont l'aider à atteindre son objectif. Donc, on voit ça tout le temps pour ceux qui sont déjà en entreprise. Le gars, il contribue pas, il fait juste le nécessaire. À la fin du mois, il va recevoir son argent et ça suffit. Et après, il espère avoir une promotion. Mon ami, si tu ne fais pas attention, peut-être que c'est ton contrat qui va canceller. Bon, je suis conscient du fait que tu peux faire tout ça, mais quelqu'un peut dire, lui, il décide que toi, tu n'avances pas. Et ça, on voit ça en entreprise. Tu vas t'impliquer, tout ce que tu vas faire, le gars, il va tout faire pour qu'on te voit comme le gars qui ne fait rien ou bien qui n'apporte rien. Moi, je vois ça tout le temps. Mais si tu fais vraiment ce que tu as fait, moralement, mentalement, toi-même, consciemment, tu sais que tu es tranquille. Et même si on te renvoie dans la foulée, tu es tranquille dans la tête parce que tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. Et quelqu'un va voir ça. L'univers est ce qu'il est. Quelqu'un va voir ça ailleurs et récupérer. Et t'appeler. Mais si tu ne t'impliques pas et qu'on t'a renvoyé parce que réellement tu ne t'impliques pas, tu vas avoir ça sur la conscience. Donc, pour moi, pour ceux qui ont déjà la chance d'être dans une entreprise minière, essayez d'amplifier votre contribution. Essayez d'apprendre le travail de votre patron. Parce que demain, s'il a il est débordé, qu'il a autre chose à faire, vous pouvez prendre rapidement la main pour l'aider à régler ce détail. Mais si vous vous contentez de faire juste le nécessaire, le gars, il a à 16 heures, tu l'appelles, décroche plus, il est déjà descendu, donc il ne te parle plus. Il faut attendre demain matin parce que lui, il ne travaille pas dimanche, donc tu l'appelles, décroche pas. Oui, il voit ton appel, tu ne rappelles pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comprends que quand le gars il va avoir pouvoir de décision, s'il doit prendre une décision, ça ne sera pas à ta faveur. Parce que s'il a une promotion, on le fait monter, lui, il va vouloir s'entourer de gens qui vont l'aider aussi à atteindre son objectif, pour ne pas après. Parce qu'on peut te faire monter et te faire renvoyer directement parce que là où on t'a envoyé, tu ne fais pas le poids. Donc, pour finir cette vidéo qui est déjà assez longue, nous sommes à 38 minutes pour ce vlog. Et notez que je vais résumer très rapidement pour les 4 entités. La première entité, c'est ceux qui veulent créer des entreprises minières pour faire de l'exploitation, de l'exploitation minière. Sachez que vous devez faire les choses correctement, créer une entreprise en bonne et due forme, structurer l'entreprise de sorte à pouvoir rapidement prendre de l'argent, trouver de l'argent sur la bourse pour diluer le risque en termes de financement. Deuxième entité, c'est ceux qui ont une entreprise qui veulent offrir des services dans le domaine des mines. Sachez que les interdits, surtout, vous devez les connaître et les respecter en mine. Les interdits, c'est la lutte contre la corruption. Les entreprises luttent grandement parce que ce sont pour la plupart, les entreprises minières sont pour la plupart cotées en bourse et ne veulent pas avoir leur nom impliqué dans des histoires de corruption ou bien de blanchiment d'argent, etc. Donc, assurez-vous que votre entreprise a un track record, donc des références qui sont facilement vérifiables. Assurez-vous que le service que vous offrez répond réellement aux besoins des compagnies minières et assurez-vous, bien entendu, assurez-vous bien entendu de respecter les critères concernant la sélection des entreprises, notamment tout ce que la compagnie va vous demander, les registres de commerce, la DFE, un compte bancaire,
des fois même pour participer à des appels d'offres, ils vont demander une régularité fiscale et tout ça, une attestation de régularité fiscale et plein de choses. Donc, et moi, comme je l'ai dit, j'aide les entreprises, enfin les entrepreneurs ou les entreprises qui veulent développer leur chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Je les accompagne, je les coach, je les aide à structurer, à identifier les besoins, à structurer les offres et aussi je les aide à pouvoir véritablement déployer, à mettre en place une stratégie qu'ils vont déployer au sein des compagnies minières pour éventuellement décrocher des marchés. Je n'ai pas dit que je donne des marchés, je dis je vous aide à bien comprendre le secteur et à pouvoir cibler les personnes ressources qui vont probablement vous donner des marchés si le service que vous offrez a un marché dans le domaine. D'ailleurs, s'il n'y a pas un marché, pour ça je vous dirai, à cause de ma connaissance du domaine. La troisième entité, c'est les étudiants. Un étudiant qui a fini peut-être un BTS ou un diplôme d'ingénieur ou un master qui cherche du travail, il doit considérer la recherche du travail comme un travail même, comme un travail. Donc, il doit se fixer des objectifs. Il ne doit pas aller déposer un seul CV et puis venir se coucher. C'est une affaire de déposer plusieurs CV, de trouver d'autres stratégies pour pouvoir atteindre les décideurs. En ce moment, vous allez augmenter drastiquement votre chance de décrocher un stage ou un travail. Mais si vous ne le faites pas, et des fois accepter de travailler gratuitement pour les gens, pour vous faire un réseau. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut faire. Considérez déjà la recherche d'un stage ou la recherche d'un travail comme un travail même. Ce n'est pas un passe-temps. Si tu recherches un stage comme un passe-temps, tu perds ton temps à toi-même. Tu te trompes toi-même. Si tu comptes sur l'oncle lui-même se cherche. On est dans un monde où aujourd'hui, quelqu'un qui a une thèse de doctorat n'a pas de travail, les gars. Moi, j'ai vu des grèves, enfin, des marches de doctorats, enfin, de gens, de thésards, les gars. C'est pas des cons. Donc, dites-vous que c'est pas quelqu'un qui a un BTS qui va être mieux loti que quelqu'un qui a une thèse. Bien entendu, c'est pas forcément les mêmes domaines, mais il faut comprendre la chose comme ça. Et la dernière entité, qui est la quatrième entité, c'est ceux qui sont déjà en entreprise. Quand tu es en entreprise et que tu ne fais que le service minimum, ça va être difficile d'avoir une promotion. Je n'oublie pas le fait qu'en entreprise, c'est presque une mafia. Quelqu'un peut être là parce qu'il a une certaine influence, il détruit tout ce que tu fais autour, tout ce que tu fais, il s'arrange de sorte que cela soit sapé et qu'on ne voit pas ce que tu apportes. Ou bien il va toujours dire que lui, il est comme ça, il va toujours trouver un canal pour ternir ton image de sorte à ce que tu n'aies jamais une promotion. Mais au moins tu auras le sentiment d'avoir fait ce que tu as fait. C'est parce que ça, au moins, tu as le contrôle dessus. Moi, personnellement, que tu m'aies donné une promotion ou pas, il n'y a pas de problème. Mais ce pourquoi j'ai été, je vais le faire. Que tu aies reconnu ou pas, il y a Dieu qui est là. C'est ce qui compte pour moi. Et puis, en plus, forcément, je vais me développer intellectuellement. Et donc, je pourrais capitaliser là-dessus ailleurs. Donc, voilà ce que je voulais partager avec la communauté dans ce vlog. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez. Je ne sais pas si vous êtes de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Si vous avez une entreprise et que vous voulez développer votre chiffre d'affaires dans le domaine des mines, sachez que vous pouvez me contacter, on en discute et je vais voir comment vous accompagner ou vous coacher. Si vous voulez aussi vous rechercher des formations, sachez que nous avons l'Académie des mines qui nous donne toutes sortes de formations dans le domaine des mines. Nous avons aussi Mine Pro Training qui permet aussi de suivre des formations directement en ligne. Et nous avons pour l'Academia pour les questions de certification. On se dit à la prochaine vidéo.